Salut! Je te souhaite la bienvenue pour un nouveau tutoriel sur le jeu d'échecs, tuto réalisé par mes soins. Et cette fois-ci, on va parler de la notation. Donc par la notation, simplement, j'entends le fait de noter ces parties, de les écrire sur un bout de papier. Je te propose de faire les choses en 4 étapes. Dans une première partie, on va voir l'utilité, en fait, d'écrire ces parties. Dans une deuxième partie, je te présenterai le matériel nécessaire à la notation. Ensuite, je t'apprendrai comment on écrit les coups qui ont été joués lors d'une partie d'échecs. Et une dernière partie sur les symboles qui sont utiles à la notation pour donner un petit peu son avis sur le coup qui vient d'être joué. Partie 1. Pourquoi écrire ces parties? Il y a plusieurs intérêts au fait d'écrire les parties. Le premier intérêt à écrire ces parties, c'est que tu peux garder une trace de ce qui a été joué. Ça peut être aussi utile à quelqu'un ou à toi-même. Par exemple, si tu fais des recherches sur un type de partie, tu vas pouvoir tomber sur les parties des anciens maîtres en fait, qui ont écrit leur partie. Et à partir de ça, tu vas pouvoir rejouer la séquence de coups chez toi et être utile à toi-même dans le sens où, encore une fois, voilà, tu gardes une trace de ce que tu as joué et ça permet de voir ton évolution. Noter ces parties, ça sert aussi à faire des analyses a posteriori, c'est-à-dire qu'en fin de partie, que tu aies gagné ou que tu aies perdu, il faut toujours que tu analyses la partie que tu viens de faire. Ça te permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs si erreur il y a eu, et puis ça te permet de t'améliorer. Un autre intérêt, c'est que ce que tu vas écrire, ça va être propre et lisible. Vu qu'il y a un matériel dédié à la notation, tu n'auras pas à te prendre la tête à savoir où faut mettre quoi, c'est juste tu joues ton coup, hop, tu l'écris, comme ça, c'est tout propre, c'est dans un coin d'une feuille. Un autre intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir rejouer les parties. Donc comme je te l'ai dit déjà, en plus du fait de garder une trace, on va pouvoir utiliser les documents qu'on trouve, donc que ce soit notre propre feuille de notation ou celle d'un grand maître, eh bien ça va permettre de pouvoir rejouer et de voir quels coups ont été intéressants ou pas. Et enfin, dernier avantage, c'est que avec la notation, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que si tu as envie de rejouer une partie avec quelqu'un et que tu le fais seulement de tête, et ben la personne peut avoir mémorisé autre chose que toi, et dans ce cas-là, vous êtes plus sûr du coup qui a été joué, alors que si c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Partie 2, le matériel. Alors depuis tout à l'heure, je te parle de feuilles, mais il y a des feuilles dédiées à la notation d'une partie d'échecs. Donc comme tu vois à l'écran, ça c'est une partie de moi que j'ai jouée en 2014, donc ça remonte pas mal. Et comme tu vois, tu as plusieurs lignes avec des numéros, ça indique en fait les numéros des coups et à quel moment de la partie ils ont été joués. Et une feuille de notation, généralement, c'est pas un petit papier que tu peux imprimer comme ça au hasard chez toi. C'est que cette feuille, elle est double en fait. Donc elle se compose d'une feuille blanche principale, que là sur l'écran tu ne vois pas parce que mon papier est jaune, donc j'avais déjà donné la feuille blanche principale. Et dessous, il y a un double en fait en carbone de couleur jaune qui te permet de garder une trace de ce qui a été noté. C'est un peu comme les feuilles de soins chez les médecins ou ce genre de papier officiel quand tu as une copie en fait qui se fait directement dessous. Sur chaque feuille, tu as un en-tête qui va te préciser plusieurs choses, notamment la date à laquelle la partie a été jouée, le tournoi, donc si dans ce cas-là c'est dans le cadre d'une compétition, tu as le nom de ton tournoi à inscrire ici, l'identité du joueur qui possédait le camp des blancs à cette partie-là, l'elo du joueur, donc c'est son niveau en fait, le club du joueur, le numéro de la table, le numéro de la ronde, et puis évidemment, le nom, le niveau et le nom du club du joueur adverse est à mentionner également. Et puis évidemment, le matériel indispensable, je pense que tu l'avais compris, déjà c'était un stylo, voilà. Blague à part. Partie 3, noter les coups joués. Alors la notation des coups aux échecs, c'est très simple parce qu'elle se base sur un système de coordonnées que normalement tu connais déjà. C'est le système de coordonnées qu'on peut retrouver dans les batailles navales. Et lorsque tu vas noter le coup qui vient d'être joué, il y a 3 éléments à faire apparaître. Parmi ces 3 éléments, il y a le moment de la partie où le coup est joué. Donc il ne s'agit pas de noter le temps que tu vois sur le petit chrono à côté de toi. Il s'agit en fait de noter le moment de la partie à l'aide des chiffres. Donc comme tu viens de voir sur la feuille jaune que je t'ai présentée, tu avais 1, 2, 3, 4, jusqu'à 60. Et puis au-delà si la partie se poursuit. Et c'est là en fait que tu vas devoir placer les coups qui ont été joués juste en face des numéros sur la feuille. Deuxième chose à noter lorsque tu vas écrire le coup qui vient d'être joué, c'est l'initiale de la pièce qui bouge. Toujours à noter en majuscule. On verra pourquoi après. Donc chose logique, le C ça sera pour cavalier et non pas cheval ou poney, mais c'est bien le cavalier qui est présent dans le jeu d'échecs. Le D pour la dame, le R pour le roi, le F pour le fou, le T pour la tour, et évidemment, je te vois venir, il en manque un, c'est le pion. Est-ce qu'on met un P majuscule?
Non. Je t'ai dit que noter l'initiale de la pièce en majuscule, c'était important parce que ça indique la pièce justement qui joue, et pour le pion, en fait, on ne note rien. On ne mettra pas un P majuscule, simplement parce que le pion, par définition, le pion, c'est pas une pièce. Troisième élément important, et c'est vraiment le cœur de la notation, ce sont les coordonnées des cases de départ et des cases d'arrivée. Donc pour que tout ça soit plus clair, je vais te montrer des exemples, à savoir déjà que dans la notation, tu as deux types de notation. Tu as la notation dite complète, mais qui est vraiment fastidieuse, et tu as la notation abrégée. Donc je vais te présenter les deux. Dans cet exemple-là, c'est toujours au blanc de commencer, et ils décident de bouger leur pion qui se trouve sur la case E2 en E4. Donc ce coup-là, ça se notera E2-E4. Comme je t'avais dit juste avant, en ce qui concerne le pion, on ne met pas de lettres avant et pas de P majuscule, on ne met rien. Tu vois ici que j'ai noté simplement les noms des cases. Donc le pion s'est déplacé de E2, case de départ, en case E4, case d'arrivée. Et quand c'est un coup des blancs, eh bien on met un numéro avec un point, juste avant la séquence de coups. Les noirs, quant à eux, ont maintenant envie de riposter, bien sûr, et de répondre par le mouvement de leur pion E7 en case E5. Comme tu as peut-être vu dans mon autre vidéo, l'important dans l'ouverture, c'est de déployer ces pièces et surtout d'occuper le centre, ce que les joueurs font ici. En ce qui concerne le coup des noirs, on ne mettra pas de numéro avant la séquence de coups, simplement parce qu'en fait c'est une réponse au blanc, ce qui fait qu'on met directement sur la même ligne et sur la colonne de droite, dans la feuille donc, la séquence de coups, et ici on noterait E7-E5. On continue. Les blancs ont maintenant envie de déplacer leur cavalier qui se trouve en G1, sur la case F3. Chose faite, c'est le deuxième coup de la partie. Bon, en tout cas, c'est le troisième coup, mais dans la séquence, disons que c'est le deuxième. Donc là, deuxième coup des blancs, donc 2 points. Cavalier G1, donc le cavalier qui se trouvait en G1, tiret, indique le fait qu'il se déplace. F3, case d'arrivée. Et là, c'est intéressant parce que tu vois qu'on a effectué la notation d'un déplacement de pièces. Et pour écrire ça, simplement, il faut mettre le C en majuscule, donc le C du cavalier, avec la case G1, donc le petit G indique la case qui se déplace en F3, là aussi le F est en minuscule, pour faire référence à la case et non pas au fou. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Les noirs ripostent également et veulent bouger leur cavalier qui se trouve en B8 et le déplacent en C6. La notation est la suivante, C majuscule, B8-C6. C majuscule pour le cavalier noir, pas de numéro parce qu'on joue un coup des noirs, C majuscule pour le cavalier, petit b minuscule 8 parce que le cavalier noir se trouvait en B8, petit tiret pour indiquer un déplacement, C minuscule 6 pour dire que le cavalier qui était en B8 se rend en C6. La partie continue, les blancs veulent bouger leur fou qui se trouve en F1 et le déplacent en B5. La séquence de coups sera la suivante, c'est-à-dire qu'on va noter 3 points parce que c'est le troisième coup, ou en tout cas la troisième séquence de la partie, donc 3 points. F majuscule pour indiquer le fou qui se trouvait en F1, donc F minuscule, tiret qui indique le déplacement, B5, case d'arrivée. On continue encore parce qu'on aime jouer, donc cette fois-ci, ce sont les noirs qui ont envie de déplacer leur pion en A7 pour le mettre en A6 et ainsi attaquer directement le fou blanc. On notera cette séquence de coups A7-A6. Directement dans la continuité du troisième coup des blancs, sans indiquer de numéro avant parce que c'est un pion qui vient se déplacer. Il se trouvait en A7, donc on écrit A7, case de départ, petit tiret, qui là aussi indique le déplacement, A6, case d'arrivée. Les blancs vont pas rester comme ça et vont pas se laisser prendre leur fou, donc déplacement du fou pour le mettre en A4. Quatrième coup des blancs, on écrit 4 points. Le fou qui était en B5 se déplace en A4, F majuscule, B5 pour indiquer la case de départ, tiret pour le mouvement, A4 pour la case d'arrivée. Les noirs vont en profiter pour se déployer avec une action de cavalier. Autre chose importante que je mentionne dans ma vidéo dédiée à l'ouverture, c'est qu'il ne faut pas déplacer, si possible en tout cas, 2 fois la même pièce au cours de l'ouverture. Donc ils vont se concentrer sur leur autre cavalier, qui se trouve en G8, pour le déplacer en F6. Et ce coup-là se notera C majuscule, G8, petit tiret, F6. C majuscule pour le cavalier, G8 pour la case de départ, petit tiret, le mouvement, petit F, petit 6, les coordonnées de la case d'arrivée. Alors comme je t'ai dit, la notation complète c'est vraiment fastidieux parce que tu vois qu'on doit noter la case de départ, la case d'arrivée, enfin franchement finalement tout ça ça fait beaucoup. Donc il y a une notation abrégée qui a été mise en place et le but c'est de noter uniquement la case d'arrivée. Parce que souvent, et quand c'est pas le cas je te montrerai ce qu'il faut faire, mais souvent il y a une seule pièce qui peut se rendre sur la case en question.
Et là, en début de partie, évidemment, il n'y a qu'un seul truc qui peut se rendre à E4, et bah c'est le pion. Donc on écrit simplement E4. Pareil chez les noirs, au lieu d'écrire E7, E5, on va écrire E5. Pareil quand c'est une pièce qui joue, on va simplement mentionner quelle pièce a été jouée, donc on garde toujours l'initiale en majuscule de la pièce qui bouge, donc là ce sera cavalier, donc tu vois le C majuscule, avec F3, donc qui se rend en F3. Coup des noirs, cavalier en C6, au lieu d'écrire cavalier qui était en B8, qui se rend en C6, ça fait lourd, il n'y a qu'une seule pièce qui peut se rendre en C6, c'est le cavalier noir, hop, on écrit C6. On continue ainsi de suite, au lieu d'écrire fou F1 en B5, on écrit fou B5. Même chose pour la réponse des noirs, c'est le pion qui est en A7 qui va se déplacer en A6, donc on écrit simplement A6 devant, sans majuscule particulière. Quatrième coup, au lieu d'écrire fou B5 A4, on va écrire fou A4. Et même chose pour le dernier coup des noirs, au lieu d'écrire cavalier en G8 qui se rend en F6, rien que ça déjà, rien que le dire c'est long, mais alors l'écrire c'est encore plus long. Du coup on écrit simplement cavalier va en F6, donc cavalier F6. Cependant, on peut utiliser la notation abrégée, là aussi, quand il n'y a pas d'ambiguïté. Un exemple, bon là l'échiquier est vide, c'est le truc qui arrive jamais, parce que tu vois qu'il n'y a même pas de roi, mais c'est simplement pour l'exemple. Les blancs ont deux tours, une tour en D1 et une tour en E2, et admettons qu'ils décident de déplacer une tour sur la case D2. C'est très bien. Admettons qu'ils déplacent la tour E2 en D2, et là, comment on écrit ça? Si admettons toi tu débarques dans la partie et te dis le dernier coup ça a été un coup de tour des blancs. Ok super, mais en fait finalement c'est laquelle des deux tours qui a pu se rendre sur la case D2. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrire tour D2. Parce que comme tu vois, tu avais aussi bien la tour en D1 que en E2 qui pouvait se rendre sur la case D2. Donc il ne faut pas écrire tour D2. Dans ce cas-là, quand il y a de l'ambiguïté comme ça, on passe à une notation complète, c'est-à-dire voilà, pour le coup, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'écrire plus. Donc tu écris tour E2, donc la tour en question voilà, qui était sur la case E2, donc case de départ toujours, petit tiret, le mouvement, avec la case d'arrivée D2. Et là, on sait très bien qu'au 22e coup, les blancs ont fait bouger leur tour qui se trouvait en E2 en D2. Il est aussi possible d'écrire simplement tour E, parce que simplement il n'y avait qu'une seule tour qui se trouvait dans la colonne E, donc inévitablement c'est la tour E qui va en D2, donc on peut l'écrire comme ça également. Ou c'est aussi possible d'écrire le numéro de rangée, donc la tour 2, donc de la rangée 2, se rend en D2. Dans ce cas-là, on sait de quelle tour on parle, et il n'y a pas d'ambiguïté. Et pas de triche possible, du coup. Quatrième partie, les symboles. Tu retrouveras surtout les symboles de la notation en fait dans les ouvrages d'échecs, parce que tu vas pas déjà te prendre la tête à savoir si c'est un bon coup ou pas pendant que tu es en train de jouer. Donc généralement tu fais que écrire les coups, souvent en notation abrégée, et puis les symboles ça se fait après analyse, ou tu peux aussi en trouver sur les logiciels d'analyse d'échecs qui vont t'indiquer l'intérêt du coup ou pas. Le premier symbole, comme tu as pu le voir avant, c'est un X. Dans ce cas-là, le X, ça veut dire la prise ou la capture d'une pièce. Un truc tout simple, le fou D5, X, dame D8, ça veut dire que le fou qui se trouvait sur la case D5 prend la dame D8. Un autre symbole que tu peux trouver, ce sont des deux petits ronds comme ça, et ça indique le petit roc. Alors le petit roc, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est deux choses. Premièrement, c'est un double mouvement, c'est-à-dire que tu vas faire bouger deux pièces en un seul coup, le roi et la tour, et comme je viens de te le dire, ça compte pour un seul coup. Mais je détaillerai tout ça dans une autre vidéo, toujours est-il que c'est un mouvement de protection et de mise à l'abri du roi. Et cette mise à l'abri du roi permet également de développer ta tour et de la faire viser le centre et souvent d'être en soutien derrière tes autres pièces qui se trouvent au centre de l'échiquier. Et quand tu as trois petits ronds, dans ce cas-là, c'est plus le petit roc, mais c'est le grand roc. Donc il y a une case de plus et ça s'effectue de l'autre côté de l'échiquier, mais comme je t'ai dit, pas de panique, je t'expliquerai tout ça dans une autre vidéo dédiée au roc. En tout cas, c'était juste pour que tu saches de quoi il s'agit. Autre symbole, un plus. Le truc tout simple, et ça veut dire échec. Je pense que c'est le symbole qu'on a le plus envie d'écrire sur la feuille à chaque fois qu'on joue. Donc par exemple, fou D5 plus, ça veut dire fou D5, échec. Donc le roi adverse est un échec, donc on l'indique de cette façon-là avec un petit plus. Autre symbole, le dièse ou le hashtag, je sais pas. De toute façon, ça ressemble un peu aux deux. Mais là aussi, je pense qu'après l'échec, c'est le signe qu'on veut écrire à chaque partie. Ça veut dire mat. Un exemple, dame G7, hashtag, ou dièse, comme tu veux. Ça veut dire que la dame qui était sur une case de départ, que là du coup on ne sait pas parce que la case de départ n'est pas indiquée, mais on peut le savoir si on a la partie en entier bien sûr, et bah cette dame se rend sur la case G7 et fait mat, c'est-à-dire qu'elle a gagné la partie. Enfin, le joueur a gagné la partie. Donc pour un peu plus de classe, souvent tu peux dire échec et mat, mais sinon en général quand tu vois un hashtag comme ça, c'est mat, simplement.
Ensuite, tu as des symboles qu'on rajoute aussi quelques fois, donc là tu les trouveras dans des bouquins, comme je t'ai dit, ou des logiciels d'analyse. En fait, c'est tous les signes qui ont des points d'interrogation, des points d'exclamation, souvent les deux, souvent un seul, souvent les deux mélangés, enfin... T'as énormément de signes et du coup on va décortiquer un petit peu tout ça. Le premier, simplement un point d'interrogation. Et ça indique une faute. Pas faute dans le sens où le joueur a enfreint les règles du jeu d'échecs, pas du tout. C'est juste une faute dans le sens où est-ce que le coup, pourquoi il a joué ça en fait. Un exemple, Dame F7, point d'interrogation. Dame F7, faute. C'est une erreur, c'est une bourde quoi. C'est pourquoi ça pourquoi ce coup. Et on peut aussi dire Dame F7, faible. Bon là c'est un peu plus rabaissant quand même. Ton coup il est faible. Non, c'est un peu bizarre. Autre symbole, là, on se casse pas trop la tête, dans ce cas-là, on met 2 points d'interrogation. Et on dit pas double faute, on dit gaffe. Par exemple, roi H2, 2 points d'interrogation. En gros, c'est une bonne grosse boulette, un truc bien dégueu, tu vois. Non, non, sérieux, ça veut juste dire roi H2, gaffe. Voilà. C'est que la fin est proche, pourquoi il a fait ça, on n'a pas trop compris. Autre symbole, cette fois-ci, on met pas de point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Et là, on change complètement de vision des choses. Avec un point d'exclamation, c'est un bon coup. Par exemple, tour se déplace en G5, point d'exclamation. Et bah, tour G5, bien joué. Ou bon coup. Dans ce cas-là, tu peux être un peu satisfait de toi, tu vois. Ou ça t'aide aussi à repérer un peu l'utilité des coups qui sont joués dans des parties d'exemple que tu peux retrouver, encore une fois, dans des ouvrages, des exercices ou des corrections d'exercices d'échecs. Là aussi, on se casse pas trop la tête, on a envie de doubler les points d'exclamation. Donc dans ce cas-là, là, c'est plus logique que le précédent. 2 points d'exclamation, ça signifie excellent coup. Exemple, cavalier X, G6, 2 points d'exclamation. En français, ça donne cavalier prend G6, donc la pièce ou le pion qui se trouvait en G6, très bien joué, ou très bon coup. Donc là, autant dire que l'estime de soi-même fait un bond et ça décolle. Et enfin, pour s'amuser un petit peu, on a décidé de faire des mix. Donc dans ce cas-là, quand le point d'exclamation est avant le point d'interrogation, c'est un coup intéressant, mais c'est peu clair. Un exemple, au 27e coup, les blancs ont décidé de jouer tour en H4. Ouais, mais pourquoi en fait? Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas évident. Un autre symbole, dans ce cas-là, on fait l'inverse. Point d'interrogation, suivi du point d'exclamation. Et c'est un coup douteux. C'est un truc, mais c'est trop beau pour être vraiment correct. Il y a un truc qui cloche. Par exemple, au 25e coup, les noirs ont décidé de déplacer leur pion en F5. C'est douteux, c'est trop beau pour être vraiment bien, quoi. Autre symbole, c'est un petit égal. Ça indique la promotion. Et ça se prononce égal ou fait. Donc par exemple, C8 égale D, ça veut dire le pion qui se trouvait en C8 fait dame. Donc on déplace le pion et là il y a promotion. Mais j'ai prévu aussi une autre vidéo dédiée à la promotion du pion. En fait, si tu veux, là pour que tu comprennes rapidement, c'est quand le pion de ton camp se trouve carrément à l'autre bout de l'échiquier et une fois qu'il a atteint la dernière case, en fait il va pouvoir se transformer en dame. C'est un peu comme l'épervier part en chasse, tu vois. C'est tu dois traverser carrément tout le terrain, tout le plateau d'échecs pour arriver au bout, faire dame. Bien souvent, moi j'ai pas réussi, enfin, me concernant en partie en compétition, j'y suis très peu arrivée, voire pas du tout. Hein. C'est vraiment un truc, soit je me faisais laminer avant, soit le mec abandonnait, soit j'abandonnais. Hein, voilà, ça m'arrive aussi de pas gagner. Et voilà, mais en tout cas la promotion c'est ça, c'est que dernière ligne, hop, ton pion devient dame. Dernier symbole, on va dire, E.P, ça signifie en passant. Ça concerne surtout, voire exclusivement des mouvements de pion. Donc là, on a un exemple, E4, X, D3. Je te la refais en français. E4 prend D3 en passant. Voilà, comme tu as vu, les 4 parties que j'ai voulu aborder ont été abordées. Mais je te propose des bonus. J'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur les feuilles de notation des grands maîtres. Et j'ai envie de t'en présenter 3 parce que vraiment c'est des trucs... Enfin faut les avoir vus quoi, c'est totalement illisible, on dirait un petit peu des médecins qui écrivent, tu vois. Alors la première feuille que je trouve totalement fascinante, c'est celle de Victor Korchnoi, ou Korchnoi, je sais pas. Mais en tout cas, sa feuille est absolument illisible, donc je te laisse regarder ça. Et juste pour l'info, ce gars-là, c'est lui. Donc évidemment, c'est un grand joueur d'échecs qui est né en 1931 et décédé en 2016, malheureusement. Ce monsieur était d'origine russe et il écrivait excessivement bien. On est tous d'accord là-dessus. Feuille suivante, ça j'ai trouvé ça très sympa. C'est la feuille de Bobby Fischer, qui a joué contre Spassky, donc lui aussi un grand joueur. Donc Bobby Fischer, c'est lui, d'origine américaine, né en 1943 et mort en 2008. Donc voilà, beaucoup de force hein, et beaucoup de courage à celui qui
relire à sa feuille, même si évidemment je pense que la palme d'or peut être décernée aux joueurs précédents. Et enfin, dernière feuille que j'ai trouvée marrante, c'est celle de Donald Byrne. Là aussi vraiment, enfin je veux dire, c'est absolument pas clair. On voit juste le résultat, que du coup ce sont les noirs qui ont gagné. Et c'est Bobby Fischer, parce que tu vois, comme je t'ai présenté sur l'en-tête au tout début de la vidéo, tu vois que les noirs en fait sont joués par Bobby Fischer. Donc c'était Byrne versus Bobby Fischer. Et Bobby Fischer a gagné. Après voilà, pour avoir les détails de la partie, il faudra avoir un peu de temps devant soi, je pense, pour décoder tout ça. Donc ce monsieur c'est lui, et il est né en 1930 et mort en 1976. Deuxième petit bonus, parce qu'on aime beaucoup les bonus, et comme on sait qu'une goutte de pratique vaut mieux qu'un océan de théorie, je te propose quelques exercices. Exercice 1. Donc on sort le cahier, page 19, on écrit en vert et on souligne en rouge. Non, je plaisante, je suis désolée, c'est les mauvais souvenirs du lycée qui reviennent. Donc je te propose plusieurs exercices. Le premier, ce serait de reproduire la séquence de coups que je vais te présenter sur un échiquier. Donc tu peux sortir ton jeu d'échecs, tu peux le mettre devant toi. Et je te propose de effectuer ces mouvements sur ton plateau de jeu pour voir si tu as bien compris en fait comment étaient notées les pièces. Et là, tu vois, j'ai rajouté un peu des symboles pour t'indiquer en fait les coups, si c'est une grosse gaffe, si c'est intéressant ou pas. Enfin là, du coup, il n'y en a pas, mais voilà. Donc premier coup, F2, F4. À toi de comprendre ce que ça signifie, tu effectues le mouvement sur ton plateau. E7, E6, est-ce que ce sont les blancs, est-ce que ce sont les noirs qui jouent? Je te laisserai deviner. Deuxième coup, G2, G4, et dernier coup, un coup de dame. Donc je te mettrai la solution à la fin de la vidéo. Et puis, si tu veux garder la séquence sous les yeux, je te laisserai faire pause. Une deuxième séquence un peu plus complexe cette fois-ci, et un peu plus longue. Donc c'est le même principe, tu sors ton échiquier et tu refais les coups qui sont indiqués sur l'écran. Donc premier coup, C2, C4, C7, C5, etc. Encore une fois, je te laisse faire pause. Et les solutions seront en fin de vidéo. Cette fois-ci en inverse, je te propose un deuxième exercice où tu vas devoir indiquer en fait en notation algébrique le matériel que chaque pièce peut capturer. À partir du diagramme que je te propose ici, en fait simplement prends les pièces une par une et tu vois où est-ce qu'elles peuvent se déplacer et capturer une pièce adverse, un pion adverse. Et puis tu notes en fait les séquences de coups. Donc je te donne un exemple pour un premier coup. Si on décide d'utiliser le roi pour effectuer un mouvement, donc le roi blanc se trouve en D1. Et par exemple, on a envie de jouer le roi pour qu'il prenne le cavalier noir qui se trouve en C2. Dans ce cas-là, on notera R D1, donc le roi qui se trouve en D1, X C2, pour dire qu'il prend le matériel qui se trouve sur la case C2. Il y a plusieurs mouvements qui sont possibles dans cette partie. En tout, moi j'en ai 7. Alors il y en a un peu plus parce que du coup dans les solutions, j'ai pas indiqué les rocs et les petits rocs, mais bon, ça du coup voilà, je viens de te donner la solution, c'est génial. Toujours est-il que je te laisse chercher les 7 autres coups qui sont possibles. Et encore une fois, les solutions seront en fin de vidéo. Voilà, mon épisode tutoriel sur la notation au jeu d'échecs touche à sa fin. J'espère que tu auras appris des choses. Cette vidéo m'a pris plusieurs heures de montage, donc si tu veux me soutenir et me dire merci et même juste me soutenir, voilà, tu peux mettre un petit pouce bleu sous le nom de la vidéo pour me dire que tu as apprécié mon tuto. Il y en a d'autres qui arrivent. Je te souhaite un bon dimanche, de belles parties, un bon apprentissage aussi si tu débutes les échecs. C'était Nelly, je te remercie. Ciao.